Salut tout le monde, je reviens en vidéo pour un petit point lecture et plus particulièrement un zoom sur un livre que j'ai terminé il y a quelques jours, que j'ai mis longtemps à lire et que je vous avais présenté la dernière fois. Et j'ai mis longtemps à le lire parce que c'est un super gros pavé. Il s'agit donc de Dune de Frank Herbert. Donc c'est, je sais pas si on peut appeler une intégrale, si on peut appeler ça une intégrale 1. Parce que Dune, il y a eu plein d'éditions différentes, il y en a qui sont coupées en plus petits, etc. Donc bon, en gros, c'est l'édition, je pense, la plus récente qui est sortie, que j'ai acheté peu de temps après avoir vu le deuxième film qui était sorti au cinéma. Et en fait, c'est d'avoir vu ce deuxième film qui m'avait donné envie de lire le livre, sachant que c'est une série que j'avais commencé à lire quand j'étais adolescente, mais j'avais lu seulement ce qui correspond, je pense, à la première moitié à peu près de ce livre-là. C'était un tome 1 divisé en deux. Et donc j'avais bien aimé à l'adolescence, mais j'avais pas continué, ça m'avait pas suffisamment motivée pour aller plus loin. Et là, d'avoir revu les deux films de Denis Villeneuve qui sont sortis au cinéma, ça m'a redonné envie de reprendre cette série et de découvrir plus avant cet univers, parce que j'ai plutôt bien aimé les films. Et donc voilà, je me suis acheté ce gros tome 1 qui fait environ 900 pages. Alors sachant qu'à la fin, il y a pas mal d'annexes, donc l'intrigue en elle-même ne fait pas tout à fait 900 pages, mais bon, elle en fait quand même 840. Donc voilà, une grosse histoire. Alors qui a été une bonne lecture pour moi, même si j'avoue que ça n'a pas été le coup de cœur que j'aurais espéré, puisqu'en fait j'en avais tellement entendu parler de ce livre-là. C'est ce qui se passe souvent quand il y a des séries comme ça qui sont très connues, dont on entend beaucoup parler pendant longtemps. Des fois on se on se fait des films dans notre tête et on a l'impression que ça va être un giga coup de cœur, etc. Bon, là en l'occurrence pour moi ça n'a pas été le cas. J'ai bien aimé ce livre et c'est un très bon livre, il n'y a pas de souci, mais ça ne m'a pas autant touchée que ce que j'avais espéré, on va dire. Ça n'a pas été une révélation, quoi. Mais ça a été une bonne lecture et je lirai la suite. Donc, juste pour replacer le contexte, si jamais il y en a qui ne connaissent pas l'histoire de Dune, dans ce tome 1, on suit un personnage qui s'appelle Paul Atreides et qui vit, alors ça se passe je crois dans les années 10 000 quelque chose, ça se passe assez loin dans le futur, à une époque où l'humanité a conquis l'univers, elle maîtrise le voyage dans l'espace pour passer d'une planète à une autre, etc. Donc plusieurs planètes ont été conquises. Et donc Paul Atreides, qu'on découvre au début du roman à l'âge de 15 ans, est un jeune noble en fait issu de la maison Atreides. Donc il y a tout un système de maisons et de castes, un petit peu comme dans Game of Thrones, si on peut comparer ça comme ça de façon un peu simpliste. Donc lui il fait partie de la maison Atreides, qui n'est pas la plus puissante mais qui est quand même relativement puissante, qui fait partie plutôt des grandes maisons. Donc voilà, c'est un jeune noble donc qui est fils du duc Leto Atreides et de sa concubine Jessica, qui est une Bene Gesserit, donc c'est-à-dire une femme qui a été élevée avec certains préceptes. Elle est issue de l'école Bene Gesserit qui enseigne à ses élèves, donc qui sont toutes des filles, à maîtriser des sortes de pouvoirs psychologiques, un peu psychiques, le pouvoir de la suggestion, le pouvoir de la persuasion. Donc voilà, c'est des femmes qui sont souvent appelées sorcières en fait, parce qu'on leur prête des pouvoirs plus ou moins magiques. Voilà, c'est toujours un petit peu à la frontière entre le surnaturel et le réel, dans le sens d'une maîtrise tellement parfaite de l'esprit et de la pensée que ça ressemble presque parfois à des pouvoirs magiques. Donc voilà. Donc sa mère a été élevée par cette école-là et donc elle a ces sortes de pouvoirs psychologiques, psychiques, qui la rendent assez redoutable et qui lui donnent une perception très aiguë du monde et des gens qui l'entourent. Donc sa mère ne fait pas partie d'une maison noble, en fait on ne connaît pas son ascendance, du moins au début du récit, et elle est donc la concubine et non pas l'épouse du duc Leto, et c'est la mère de Paul. Voilà. Et donc au début du livre, donc ils habitent sur une planète qui est plutôt sympa, je dirais, avec un environnement assez accueillant, etc., qui s'appelle Caladan. Et en fait, au début du livre, l'empereur galactique qui supervise toutes les maisons, en fait, offre au duc Leto Atreides la planète Arrakis, qui est une planète désertique extrêmement hostile, mais qui possède une grande richesse qui s'appelle l'épice,
qui est une sorte de substance qu'on trouve dans le sable du désert et qui se monnaie, j'allais dire à prix d'or, c'est même plus que de l'or, c'est la substance la plus précieuse de l'univers, elle est extraite sur Arrakis et donc l'empereur offre la planète Arrakis au duc Leto. Mais en fait c'est un peu un cadeau empoisonné parce que sur cette planète, il y a en fait la famille rivale de la maison Atréide, qui est la maison Harkonnen, qui veut en gros la mort de la maison Atréide. Et donc on se doute que si les Atréides sont envoyés sur la planète où il y a les Harkonnen, ça va pas forcément très bien se passer, que la succession va pas forcément être simple, etc. Et donc le duc Leto, il sent que c'est plus ou moins une espèce de piège, mais il n'a pas trop le choix, il y va quand même. Et voilà, j'en dis pas plus sur l'histoire. Et donc à partir de là, quasiment toute l'intrigue en fait se passe sur Arrakis. Caladan, on y est dans le prologue, mais ensuite toute l'histoire se déroule sur Arrakis et c'est là que Paul Atreides va découvrir qui il est, accomplir son destin, puisqu'on va découvrir que ce jeune homme a des pouvoirs assez particuliers et qu'il est visiblement destiné à faire de grandes choses. Donc voilà, pour un résumé assez rapide de la situation, puisque donc c'est un monde qui est assez compliqué. C'est pour ça là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on en a pour 3 heures. Il y a beaucoup de choses en fait dans ce livre. Il y a tout un truc sur la planète Arrakis en elle-même, son écologie, les peuples qui y habitent, les différentes maisons galactiques, les relations entre elles, l'empereur, les motivations de l'empereur, la façon dont il manipule les différentes maisons les unes avec les autres. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de sortes de factions différentes qui opèrent. Donc voilà, c'est un monde très 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 vaste. Et c'est pour ça que moi au début j'ai trouvé que ça mettait un peu de temps à démarrer. Parce que, en fait, alors, mon avis était un peu biaisé parce que comme j'ai vu les films avant, j'avais l'impression que ça allait aller presque aussi vite que dans les films, et en fait, pas du tout. Mais l'élément déclencheur qui arrive dans le film très tôt, en fait, dans le roman, il n'arrive qu'au bout de à peu près 300 pages, je crois. Donc voilà, pendant les 300 premières pages, il se passe des choses, mais on n'est pas encore vraiment à l'élément déclencheur vraiment de l'intrigue. Et du coup j'étais là en train de me dire bon, quand est-ce qu'on va y arriver quoi, quand est-ce qu'il va vraiment y avoir quand est-ce qu'on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Voilà, j'ai trouvé que le début était un petit peu long. Après c'était pas non plus désagréable à lire parce que c'était malgré tout intéressant. On découvre voilà les personnages, la planète, les relations politiques, etc. Mais voilà, je m'attendais à ce que l'action démarre un tout petit peu plus tôt quand même. Mais donc une fois passé ces 300 premières pages, là, on commence vraiment à entrer dans quelque chose de plus accéléré, on va dire, en termes de rythme. Et j'ai trouvé ça bien intéressant. Même si, comme je le disais, ça n'a pas été un coup de cœur comme ce que j'aurais espéré. J'ai vraiment été captivée par cette histoire, par toutes ces ramifications, tous ces personnages, et en particulier tout ce qui avait trait à la politique. En fait, je pense que c'est l'aspect qui m'a le plus intéressée, c'était de voir comment les personnages manigançaient un peu chacun dans leur coin pour essayer d'assouvir leurs intérêts, créer des alliances qui détruisaient ensuite d'autres alliances plus tard. Voilà, il y avait tout un truc sur la manipulation, les complots politiques, le pouvoir psychologique sur les autres. Et notamment ce qui était très intéressant, c'était une grande importance qui est donnée aux mots et aux actes en fait. Chaque fois que les personnages font quelque chose ou parlent, en particulier quand Jessica la Bene Gesserit est là, leurs actions sont très finement analysées, c'est-à-dire que jusqu'à l'intonation de leur voix, le choix des mots qu'ils emploient, le contexte dans lequel ça se passe. En fait, quand on est avec Jessica et aussi un petit peu avec Paul, surtout ces deux-là, c'est très très finement analysé. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, tout cet aspect sur ce que peut trahir l'intonation d'une voix, ou le choix d'un mot plutôt qu'un autre, ou un geste particulier plutôt qu'un autre. Tout ça, il y avait plein de trucs par rapport à ça que j'ai trouvé très intéressant, qui m'ont fait noter aussi beaucoup de citations. J'ai pris mon petit carnet de citations là, et ça c'est seulement 2 pages, hein, j'en ai fait d'autres. J'ai noté beaucoup de citations dans ce livre, parce que donc à la fois sur cet aspect psychologique et sur l'aspect politique, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de choses, plein d'idées intéressantes. Alors j'étais pas forcément tout le temps d'accord avec toutes, mais globalement j'ai trouvé que c'était fort intéressant. J'arrête pas de dire le mot intéressant, vous l'aurez sans doute vu sur d'autres vidéos, j'ai du mal à trouver un synonyme pour intéressant quand je fais mes vidéos.
Et donc voilà, tout ça c'était très bien. Euh, Après voilà, j'ai pas énormément accroché avec les personnages. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu le coup de cœur auquel je m'attends. Enfin, c'est pas que je m'y attendais, mais que j'aurais espéré. C'est parce que les personnages, je les ai trouvés bien construits, bien développés, voilà, tout à fait bien. Mais j'ai pas eu vraiment d'empathie pour eux en fait. Voilà, je me suis pas trop identifiée à eux. Je suivais leurs aventures, voilà, avec beaucoup d'intérêt, mais j'ai pas eu vraiment de relation émotionnelle avec eux, on va dire. Voilà, après, je pense que c'est sans doute lié au fait que ce sont des personnages qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont tout le temps très calculateurs en fait, et du coup ça leur donne un côté un peu froid. Même le personnage de Paul, quand il est adolescent, on le découvre à un moment où il est encore un petit peu naïf, etc. Donc c'est plus facile de s'attacher à lui. Mais quand il grandit, puisque le roman se déroule sur plusieurs années, au fur et à mesure qu'il grandit, il devient de plus en plus froid et calculateur. Et alors c'est lié à quelque chose qui lui arrive dans le livre que je ne vais pas expliquer là, mais voilà, il a un petit peu une évolution de sa personnalité qui fait que j'ai trouvé que c'était plus difficile de s'attacher à lui et de ressentir des choses pour lui. Alors c'est pas forcément un problème, hein, mais voilà, du coup j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour les personnages pendant cette lecture. À la limite j'en avais un peu plus pour le personnage de Jessica, qui reste plus... qui est un peu plus dans l'émotionnel, même si elle aussi elle est assez calculatrice. J'avais plus de facilité à m'attacher à elle parmi les différents personnages. Donc voilà, j'ai assez hâte en tout cas de voir ce qui va leur arriver dans le tome suivant, puisque si j'ai bien compris, le tome après celui-là, qui s'appelle Le Messie de Dune, suit les mêmes personnages 12 ans après, je crois. Et il me semble qu'après ça, la série fait des très très gros bonds dans le temps. J'ai pas vérifié, mais on m'a dit qu'il y avait des bonds de genre des milliers d'années. Donc du coup, je pense qu'on ne va pas forcément suivre les personnages du tome 1 tout le temps. Donc bon, on verra. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit que, en gros, la série Dune, à partir du tome 4, c'est là où on voit que soit t'adores et tu continues, soit t'en as marre et t'arrêtes, quoi. J'ai visiblement le tome 4 est une sorte d'instant charnière sur cette série. Donc bon, on verra bien. Déjà, il faudra que je lise le tome 2 et 3. Mais donc, en tout cas, l'univers m'a vraiment bien intéressée. Et c'est assez différent du film. Ça, c'est un truc qui m'a marqué aussi, c'est que finalement l'adaptation en film je l'ai trouvé bien, mais il y a pas mal de péripéties qui sont assez différentes. Donc c'était pas mal d'avoir lu le livre après, je pense, parce qu'à mon avis les gens qui ont lu le livre avant, je pense peut-être qu'ils ont dû être peut-être un peu déçus par les films qui ne reprennent pas tout, enfin, ça paraît logique qu'ils ne reprennent pas tout ce qu'il y a dans le roman parce que c'est assez énorme, mais il y a aussi quand même des changements de péripéties qui sont assez importants. Il y a des éléments, globalement ça suit la même trame, mais il y a plusieurs éléments qui ont vraiment été modifiés dans le film, qui ne se passent pas exactement de la même façon. Donc voilà, moi je suis plutôt contente d'avoir vu les films avant pour pas avoir d'effet de comparaison et pouvoir les apprécier en eux-mêmes. Et ensuite découvrir dans le roman toute cette histoire plus en profondeur et avec les péripéties originales, je dirais, avec les petites différences. Voilà, j'ai trouvé que les personnages de la maison Harkonnen étaient bien intéressants aussi, puisque donc on a la maison Atreides, c'est un peu les héros de l'histoire, mais les Harkonnen étaient très intéressants à suivre également, j'ai trouvé. Ils sont présentés comme hyper antipathiques. Donc, clairement, si on devait simplifier à l'extrême, ce seraient eux les méchants, mais en fait au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on voit que c'est plus compliqué que ça, évidemment. Et c'est des personnages, on en suit notamment deux, donc le baron qui est un peu le chef de la maison et son neveu. Et c'était des personnages qui étaient vraiment intéressants à suivre, je trouve, quand on voit voilà, leur différence de pensée par rapport aux Atreides, leur différence de culture, mais finalement on voit qu'ils ont... En fait, les Atreides et les Harkonnen sont tous les deux assez calculateurs et il y a malgré tout il y a presque une forme de respect mutuel entre les deux, même s'ils se détestent. Enfin voilà, il y a un rapport entre ces deux maisons-là qui était assez complexe et que j'ai trouvé bien expliqué dans le roman. Et ça ressort un peu moins dans le film, forcément puisque c'est beaucoup plus rapide et ça rentre moins dans les détails psychologiques. Mais donc voilà, c'était pas mal de découvrir tout cet aspect-là aussi. Et je dirais que
Un truc par contre que j'avais déjà ressenti dans le film et que j'ai bien retrouvé dans le roman, c'est tout l'aspect sur, comment dire, la foi et la spiritualité, mais pas dans le sens... j'ai du mal à trouver comment je vais formuler ça, mais en fait la façon dont la religion peut être manipulée pour manipuler les peuples en fait. Je réfléchis en fait en même temps pour pas faire de spoiler accidentel parce que je veux pas trop en révéler, mais il y a tout un truc dans ce livre-là sur comment comment un personnage religieux qui est considéré comme une autorité religieuse peut manipuler un peuple entier euh, en créant son propre mythe, en fait, si je puis dire ça comme ça. Ça, c'était vraiment une thématique qu'on ressent dans le film aussi, qui moi, m'a vraiment beaucoup intéressée. C'est là, en fait, la frontière entre la religion dans un but je dirais, positif voilà, d'entraide, de communauté, de croyance, etc. Et un but négatif de manipulation, où quand la religion devient un outil, un instrument politique en fait pour amener un peuple à aller dans telle ou telle direction, et qu'en fait on a une personne qui derrière essaye d'assouvir ses propres intérêts en utilisant ce pouvoir-là, en fait, le pouvoir de la foi. Je l'explique très mal, mais voilà, ça j'ai trouvé que c'était une thématique vraiment hyper intéressante, et ce qui était un truc qui m'a assez frappée, c'est que je trouve que dans le film, notamment le deuxième film, on ressent beaucoup plus, comment dire, la difficulté de mettre en place ce genre de choses, parce que donc sur la planète Arrakis, il y a un peuple local qui s'appelle les Fremen, et c'est eux qui sont très 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 religieux, et je trouve que dans le deuxième film, on ressent plus le fait que les Fremen, même s'ils sont très religieux, ont quand même un certain recul, en tout cas pour certains d'entre eux, sur les croyances et les figures de prophètes comme ça qui peuvent apparaître. Dans le film, on voit qu'il y a certains Fremen qui sont un peu prudents avec ça, qui se méfient un peu des faux prophètes, etc., qui ne veulent pas forcément suivre aveuglément ce qu'on leur présente comme étant le mythe véridique et la vérité vraie. Alors que dans le livre, j'ai eu l'impression qu'ils suivaient plus facilement le mouvement et qu'il y avait moins d'interrogations de leur part en fait. Alors c'est une impression que j'ai eue, hein. Peut-être que d'autres gens auront un autre avis, mais voilà, dans le livre en fait, je me suis fait à plusieurs reprises pendant ma lecture la réflexion que le peuple des Fremen était un peu facile à convaincre sur certaines choses. Alors ça s'explique aussi par tout un truc que je vais pas expliquer là pour pas spoiler, mais voilà, il y a une espèce de conditionnement, enfin voilà, il y a des antécédents qui peuvent expliquer ça, notamment en lien avec l'école Bene Gesserit, etc. Mais j'ai trouvé que malgré tout, il y avait assez peu de questionnements de leur part. Il y en avait un peu, mais que dans le film, ça se ressentait mieux en fait. Le fait que ce peuple pouvait quand même se poser des questions et avoir un petit peu son libre arbitre, alors que dans le livre, j'ai eu l'impression dès qu'on leur donnait le signe qu'ils attendaient, bah ok, c'était bon quoi, ils étaient prêts à croire tout et n'importe quoi. Voilà. C'est difficile d'expliquer sans spoiler, donc j'espère que c'est pas trop obscur ce que je dis. Mais voilà, ça c'est une différence entre les livres et le film que moi personnellement j'ai ressenti et qui m'a fait réfléchir à quelques reprises. Mais du coup j'ai assez hâte aussi de voir par rapport à ça comment ça va évoluer dans la suite de l'intrigue. Est-ce que le peuple des Fremen va continuer à être très religieux et avancer dans une même direction, ou est-ce qu'il va finir par y avoir des questionnements, peut-être des dissensions, etc. Ça c'est quelque chose que j'ai assez hâte de découvrir. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, et bah voilà, ça m'intéresse de savoir si la religion qui commence à se construire dans le tome 1 va tenir le coup ou pas, et comment ça va se finir, puisqu'il y a tout un truc sur les visions de l'avenir. En fait, on a le personnage de Paul Atreides qui a des sortes de visions prescientes où parfois il voit des avenirs possibles, et jusqu'à présent, enfin dans ce tome 1, tous les avenirs qu'il voit ont l'air de mener vers un même point. Et bah, du coup, j'ai assez hâte de voir si dans le tome 2, ça va effectivement arriver sur ce point qui est pressant dans le tome 1, ou si ça va un peu changer. Ça, c'est quelque chose que j'attends de voir.
Donc voilà, que vous dire d'autre sur Dune. Je sais pas si je peux vous lire quelques citations que j'avais notées, si j'en trouve des biens qui spoilent pas. Parce que je me dis que ça pourrait être pas mal de lire des petites citations pendant ces vidéos-là. Alors, j'en ai pas présélectionné évidemment. En plus, j'en ai noté plein, donc bon. Donc, il y en a une, je trouve, qui reflète assez bien tout ce que je viens d'expliquer là sur l'histoire de la religion, et je pense que je vais l'écrire sur la vignette de cette vidéo. Ça dit: dans quelle mesure le prophète façonne-t-il l'avenir afin qu'il corresponde à la prophétie. Voilà, je trouve que ça résume assez bien tout ce que j'ai essayé de vous expliquer assez maladroitement ces dernières minutes. Toutes ces histoires de prophétie, et on ne sait pas trop si c'est manipulé ou créé par une personne ou si c'est vraiment une vraie prophétie. Voilà, je trouve que cette phrase-là, elle résume assez bien cette question-là qui pour moi est assez centrale dans le livre. Et puis, qu'est-ce que je pourrais lire d'autre? Je ne les ai pas toutes recopiées encore tellement j'en avais noté. Voilà, une que j'aimais bien aussi, c'était une phrase qui était de Feyd-Rautha, qui est le neveu du baron Harkonnen, et qui à un moment dit et qu'il puisse ne jamais savoir avec certitude laquelle de mes mains porte le poison. Voilà, donc ça c'est moins représentatif de l'ensemble du livre, mais j'ai trouvé cette petite phrase particulièrement bien, et ça illustre aussi pas mal tout cet aspect de manipulation, de trahison, etc., qui est malgré tout assez présent. Donc voilà, bon, je vous ai fait comme d'habitude un avis très fouillis, totalement dans le désordre, mais voilà, c'est un peu les choses qui me reviennent là comme ça quand je repense à ce livre, qui a donc été une fort bonne lecture. Je ne vais pas lire la suite tout de suite, je ne vais pas les enchaîner direct parce que c'est des lectures qui sont quand même un peu longues. Je ne sais pas si le tome 2 est aussi épais que le tome 1, mais en tout cas, voilà, je vais passer un petit peu sur d'autres romans pour l'instant. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment été convaincue par ce tome 1, même si ça n'a pas été un coup de cœur, ça a quand même été une très bonne lecture, ça m'a rendue curieuse de découvrir la suite, et donc c'est une série que vous reverrez passer sur la chaîne. Et puis en attendant, je vous conseille cette lecture. Il est facile à lire même s'il est long et que j'ai trouvé le démarrage un peu lent. Il n'y a vraiment pas de difficulté au niveau du style. Là je crois que c'est une nouvelle traduction qui a été faite à l'occasion de la sortie des films. Donc voilà, je ne sais pas si elle est meilleure que les autres ou pas, mais en tout cas c'était une lecture fluide, sans difficulté, et avec beaucoup de notions et de concepts et de personnages vraiment intéressants. Donc voilà pour mon avis sur Dune de Frank Herbert, que je suis contente d'avoir enfin découvert, puisqu'il était temps quand même que j'ajoute ce livre à ma culture générale. Voilà. Je reviendrai prochainement avec un autre petit zoom sur un livre, mais cette fois il s'agira d'un artbook, puisque je suis en train de lire actuellement le artbook de The Last of Us Partie 2. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous le montrer rapidement. Ça c'est un livre où il y a beaucoup moins de mots, c'est principalement des images, donc ça devrait aller plus vite. Et puis côté gaming, là je suis toujours en train de jouer à Yakuza Kiwami. Je pense que je vais essayer de platiner ce jeu. À mon avis, c'est faisable, mais du coup, ça va me prendre un peu de temps. Donc, je ne sais pas si je vous le présenterai dès que j'ai terminé l'histoire principale ou si j'attends d'avoir essayé de platiner, mais dans ce cas, la vidéo risque d'arriver plus tard. Bon, on verra. En tout cas, j'adore ce jeu, il est vraiment super bien. Et donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut!